Avec l'immigration, la citoyenneté a progressivement quitté le terrain strict de l'espace national dans lequel elle était insérée, puisqu'on a vu d'une part une dissociation entre citoyenneté et nationalité. On a vu aussi qu'on pouvait avoir des citoyennetés plus larges que celles de l'espace national. C'est le cas de la citoyenneté européenne, comme on l'a vu, puisqu'on peut être citoyen européen sans être national du pays où l'on vit. Et d'autre part, on a d'autres espaces régionaux qui se sont créés dans le monde, 22 très exactement, avec des formes diverses de citoyenneté qui sont liées à la mobilité, et notamment à la mobilité du travail. On a par exemple en Europe le marché nordique du travail, qui inclut certains pays européens de l'Union et d'autres qui ne sont pas de l'Union européenne, comme par exemple l'Islande ou la Norvège. On a également la communauté en Afrique de l'Ouest, la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, qui inclut 15 États qui ont essayé de créer un espace de liberté de circulation pour les travailleurs dans cette région. On a d'autres espaces en Afrique de liberté de circulation régionale ou locale, dont notamment à côté de l'Afrique du Sud, puisqu'une grande partie de la migration, vers l'Afrique du Sud vient des pays voisins. Ce qui n'empêche pas de temps en temps l'Afrique du Sud de renvoyer vers ses pays d'origine les migrants quand les saisons de travail sont passées ou quand ils ont outrepassé le droit au séjour qui leur avait été accordé par l'Afrique du Sud. On en a d'autres dans le monde. On a bien sûr la Turquie qui a ouvert ses frontières à 48 pays, dont les 28 de l'Union européenne, ce qui lui a permis de développer le commerce et toute une série d'activités et de tourisme aussi avec des pays voisins, dont ceux de l'Asie centrale. On a la Russie qui a ouvert ses frontières avec tous les États de la CEI pour le travail. Donc on a un espace de circulation tout à fait important puisque les pays d'Asie centrale, du Sud-Caucase peuvent librement travailler en Russie pour des périodes précises. Et puis on a l'ASEAN, donc, qui est un espace de libre circulation en Asie entre les pays de départ et les pays d'accueil à des fins de travail. L'UNASUR pour l'Amérique du Sud, donc, qui est une création du Mercosur, du marché commun sud-américain du travail et des marchandises, avec la liberté de circulation pour le travail entre les pays qui en font partie. Et pour les États-Unis, un système de assez forte circulation entre le Canada et les États-Unis. En revanche, pour le Mexique, une compensation, c'est-à-dire pas de liberté de circulation, mais liberté du commerce pour trouver une solution aux débouchés des productions mexicaines. Donc en fait, on a un système de citoyenneté lié à la mobilité et à l'immigration qui s'étend à l'échelle mondiale dans toute une série de régions du monde et puis plus largement une réflexion plus globale sur la citoyenneté du monde. Le thème n'est pas nouveau. Les juristes de la tendance de Las Casas, de l'évêque espagnol qui dénonçait le traitement à l'époque on les appelait les Indiens d'Amérique par les Espagnols, s'étaient aussi intéressés à la légitimité ou pas des Espagnols de s'intéresser mais surtout d'arriver et de coloniser ces territoires. Donc il y avait véritablement une interrogation sur le droit de migrer. Est-ce qu'ils étaient citoyens dans ces pays qu'ils allaient coloniser, etc., au nom du roi d'Espagne. Donc il y avait toute une réflexion philosophique et juridique là-dessus. D'autres qui travaillaient pour les grandes compagnies de commerce, qui par ailleurs étaient des philosophes, comme Grotius par exemple, s'étaient intéressés aux droits des commerçants néerlandais allant en Asie de faire du commerce et quels étaient les droits de ces compagnies de commerce quand ils étaient sur ces territoires. Dans cette même période, plutôt plus tard, au XVIIIe siècle, Kant, dans son projet de paix perpétuelle, définit la citoyenneté universelle. Citoyenneté universelle où il distingue précisément le droit de s'installer dans un pays et le droit de le visiter. Donc il y a une dimension de circulation dans cette définition de la citoyenneté universelle qui inspirera d'ailleurs plus proche de nous des philosophes comme Zygmunt Bauman
qui définit la citoyenneté du monde d'aujourd'hui comme une citoyenneté fluide, en disant que précisément ériger des frontières, des murs, des barrières, etc., c'est contraire à cette évolution d'un monde où tout circule sauf les hommes et les femmes. Et puis Étienne Balibar aussi qui parle de démocratisation du droit à la mobilité comme réflexion sur une citoyenneté universelle et cosmopolitique. Donc on est dans une approche d'élargissement de la citoyenneté finalement dans une dimension globale qui est également soutenue par des textes juridiques, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1948, qui dit que tout homme a le droit de quitter un pays, y compris le sien. Donc ça veut dire qu'on a une universalisation du droit de sortie qui sera mise en œuvre plus tard, après notamment la chute du mur de Berlin, puisque tous les pays du bloc communiste vont donner des passeports à leurs ressortissants, et beaucoup de pays du Sud vont comprendre qu'ils ont plutôt intérêt, pour se maintenir en place surtout, à faire sortir leur population qu'à les garder enfermés derrière des frontières. Et donc on va avoir une sorte de généralisation du droit de sortie dans les années 1990. Par ailleurs, on a le droit d'asile qui donne le droit de sortir de son pays si on est persécuté ou si on a un sentiment fondé de persécution sur des critères divers qui sont énoncés dans la Convention de Genève. Et puis des droits pour les travailleurs comme mobiles par la convention deux conventions de l'OIT, notamment l'Organisation internationale du travail, numéro 97 et 143, et également le texte de la Convention des Nations Unies sur les droits des travailleurs, de tous les travailleurs et de leurs familles. Donc ça veut dire quels sont les droits des travailleurs migrants et de leurs familles à l'échelle mondiale. Cette convention a été élaborée dans son texte final en 1990. Pour l'instant, elle n'a été signée que par 48 pays, tous du Sud. Aucun pays du Nord n'a signé cette convention parce qu'elle ne veut pas reconnaître des droits aux sans-papiers. Donc on est sur le chemin de cette définition d'une citoyenneté mondiale s'appuyant sur le droit à la mobilité, mais ce droit à la mobilité est encore un des plus mal partagés au monde. Si vous êtes finlandais, britannique ou suédois, vous pouvez circuler librement pour une période de 3 mois sans visa dans 173 pays. Si vous êtes français, dans 171. Si vous êtes russe, dans 92. Si vous êtes afghan, somalien ou érythréen, dans 5 ou 10 pays. Donc ça se compte sur les doigts d'une main. Donc il y a encore une très grande inégalité du droit à la mobilité si on veut en faire un droit de l'homme et du citoyen du XXIe siècle.